Bienvenue à toutes et à tous sur ce forum ID et KYC du forum InCyber ici au Grand Palais à Lille. J'ai le plaisir d'accueillir messieurs Éric Danet et Clément Savoie qui représentent Certinia pour le groupe Tessi. Ils sont respectivement directeur commercial et directeur d'activité pour la confiance numérique. Messieurs, vous allez nous parler de la vérification d'identité comme clé de voûte d'une signature électronique de confiance. C'est à vous, vous avez 30 minutes, messieurs. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, comme on vient de vous le dire, moi je suis Éric Danet, donc je suis directeur commercial confiance numérique de Certinia, donc du groupe Tessi, pour ceux qui connaissent mieux le groupe Tessi, et donc je suis accompagné de Clément, qui lui est le directeur de l'activité de cette même Certinia du groupe Tessi. Donc on va vous faire un panorama très très rapide sur les éléments essentiels pour réaliser une signature électronique. Probablement vous les connaissez, mais ça permettra de reposer quelques bases. On va ensuite vous parler de la vérification d'identité et en particulier on va vous faire une démonstration de signature électronique qualifiée sans opérateur. Donc vous verrez comment on peut très facilement, rapidement et avec un parcours qui est extrêmement fluide et ergonomique réaliser cette signature électronique. Je vais laisser la parole à Clément pour faire l'introduction et les premiers mots sur cette présentation. Merci Eric. Parfait. Du coup, vous connaissez déjà tous la signature électronique en principe. Normalement, vous avez déjà peut-être tous réalisé une signature électronique. Si vous avez fait un paiement sur Internet, c'est à peu près le même principe. Donc c'est un incontournable aujourd'hui dans tous les processus d'onboarding, tous les processus de contractualisation. Vous avez de la signature électronique en fond. On est sur un marché de renouvellement principalement, on n'est pas sur un marché de découverte, donc on a déjà des solutions qui sont utilisées et qu'on va pouvoir tester. Aujourd'hui, donc, on a un marché qui est habitué à la signature électronique. Ce dont on va vous parler ce matin, c'est plutôt comment on va monter dans les niveaux de signature électronique. On a aujourd'hui de la signature simple qui est principalement utilisée et on peut vous montrer comment on va monter dans les niveaux avec de la signature avancée et qualifiée. Donc c'est un incontournable. Aujourd'hui, 87% des Français ont déjà réalisé une signature électronique. On a 70% des Français qui utilisent la signature électronique au moins une fois par mois. Et on a 73% des Français qui sont convaincus que c'est une bonne chose d'utiliser la signature électronique plutôt que du papier. Donc on a déjà une adhésion, on va dire, à la signature électronique. On a quand même des risques aujourd'hui qui sont identifiés. En fonction des niveaux de vérification d'identité qu'on va apporter, on va pouvoir monter dans les niveaux, mais si on ne fait pas ces vérifications-là, on va avoir des risques par rapport au niveau de signature électronique et donc par rapport à comment on utilise cette signature-là. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a 20% des clients bancaires qui avouent déjà avoir falsifié des documents ou des signatures électroniques ou de la vérification d'identité. Pourquoi ? Parce que sur de la signature simple, vous allez avoir des fois, en fonction des solutions, uniquement une case à cocher et vous avez fait une signature électronique simple. Il n'y a même pas de double authentification avec du code SMS ou du code email. On est vraiment sur le niveau le plus basique. Donc ça, c'est ce qui était disponible sans qu'on ait effectivement cette vérification d'identité. On a également les fraudes à l'identité dans l'assurance. Ça représente quand même 120 millions d'euros de fraude. On a eu encore, il n'y a pas très longtemps, sur les applications bancaires, des fraudes pour la réauthentification. Donc on a des personnes qui perdent leur compte, qui perdent leur mot de passe et qui ne peuvent pas les récupérer parce qu'il y a eu des tentatives de récupération de comptes. On a la même chose dans l'immobilier, dans la santé et le social. Donc la solution à ça, c'est effectivement d'utiliser des solutions qui vont nous permettre de monter dans les niveaux de signature. Vous avez la réglementation eIDAS et aujourd'hui vous avez 3 voire 4 niveaux. Vous avez la signature simple, avancée, avancée sur un certificat qualifié et qualifié. Et ce qu'on va vous montrer ensuite, c'est comment on fait de la qualifiée sans opérateur. Parce que vous avez des petites nuances après sur la partie française. Vous pouvez faire de la signature qualifiée donc avec ce qu'on va appeler le PVID, donc avec de l'opérateur humain qui va venir contrôler la signature, ou alors on peut le faire sans opérateur et du coup on a un impact très fort sur l'expérience utilisateur. Mais pour cette partie-là, je vais laisser Eric en parler. Merci Clément. Donc effectivement, pour pouvoir réussir la montée en gamme, je dirais, de la signature électronique, et si vous y avez été confronté, la difficulté, c'est pourquoi on choisit une signature simple, c'est justement parce que c'est simple à mettre en œuvre. Indépendamment des problèmes de coût, c'est vrai que c'est rapide, simple à mettre en œuvre. Or, là, aujourd'hui, on va vouloir monter de niveau. Il va falloir régler 3 aspects
pour pouvoir monter de niveau de façon efficace. Le premier niveau, ça va être l'expérience utilisateur. Réaliser aujourd'hui la vérification d'une identité d'une personne, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut plus ou moins bien marcher. Voilà, on a peut-être tous expérimenté déjà ça pour ouvrir un compte en banque ou faire une opération quelconque de vérification d'identité. Et on s'est retrouvé en disant « j'en ai marre, ça ne marche pas, je vais m'arrêter là ». Donc ça, c'est ça ce qui est très important, c'est de rendre le parcours fluide, simple et efficace. Le deuxième pilier qui est là aussi très important, vous vous en doutez, c'est le coût. Parce que si vous avez demandé, cherché, si vous êtes renseigné sur la signature qualifiée, bien souvent on fait « oh là là, c'est cher, je vais descendre d'un cran ». Parce que déjà que c'est compliqué à gérer, mais alors plus moi si ça me coûte une fortune, je ne vais pas vouloir la mettre en œuvre, c'est trop cher. Dernier pilier, c'est évidemment le pilier de la conformité et de garantir le bon niveau de conformité. Comme l'a dit Clément tout à l'heure, en France, la signature électronique qualifiée aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du parcours PEVID. Le parcours PEVID, qui est très bien, mais qui nécessite un opérateur. Et qui dit opérateur, dit je ne respecte plus forcément ni le coût, puisque ça commence à être cher, ni forcément l'expérience utilisateur, parce que potentiellement, à un moment, je vais arrêter le parcours à la fin. Puis on va dire, maintenant, vous attendez que l'opérateur est traité. Alors, plus vous allez prendre un opérateur qui traite vite, plus ça va vous coûter cher. Donc, ça reboucle sur le problème du coût. Donc, voilà. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Alors, on se dit, alors, comment on fait à ce moment-là? Puis, à ce moment-là, on se dit, ce qui est bien, c'est qu'on est en Europe, qu'on a le règlement IDAS et que le règlement IDAS s'applique partout. Et donc, à partir du moment où il s'applique partout, si une solution fonctionne d'un autre pays, on n'a aucun problème pour le mettre en place dans son propre pays. Donc, en fait, nous, on dit, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le niveau que vous voulez, vous pouvez aller avec le PEVID, sans PEVID, avec opérateur, sans opérateur, descendre un petit peu si vous estimez même que la qualifiée est encore au-dessus, etc. Mais il faut que vous ayez cette palette qui respecte la conformité. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Alors, assez simplement, on propose, dans notre offre de signature électronique, un portail. Je dirais, comme vous connaissez probablement, parce que vous en avez déjà tous utilisé, le portail électronique qui va vous permettre de mettre en œuvre les parcours de signature électronique. On l'a voulu, et ça c'est aussi une des particularités qu'on cherche à mettre en œuvre, les rendre le plus simple possible, le plus ergonomique possible. On tient beaucoup compte du RG2A pour les normes, pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés d'accessibilité. Donc on tient beaucoup compte de ça, et pour nous c'est très important. On vous l'a dit suffisamment, nous avons besoin de couvrir tous les niveaux de signature, simple, avancé, avancé avec certificat qualifié et qualifié. Donc ça, vous allez voir quand Clément vous le présentera tout à l'heure. Dans le portail, il suffit juste de choisir le niveau de signature que vous souhaitez utiliser pour... Alors, on ne pourra pas faire tout le portail parce qu'évidemment, c'est quand même complexe, ça pourrait être long, ça dépasserait largement le cadre, mais que ce soit pour tous les signataires, dire je veux que tous les signataires aient une signature qualifiée, ou bien simplement dire un des signataires, je veux que celui-là, il soit en signature qualifiée, alors que l'autre peut être à un autre niveau de signature selon ce qu'on veut faire. Ensuite, on veut, et ça paraît assez logique, mais on veut que les parcours de signature soient le plus simple pour vous, que ce soit vous à mettre en œuvre au plus près de vos activités. C'est pour ça qu'on prévoit en fait des parcours qui peuvent être préconfigurés, que vous n'ayez aucun problème pour vous ou les gens de vos équipes, etc., pour que ça se passe le plus simplement possible, qu'il n'ait juste qu'à choisir le parcours qu'il souhaite utiliser. Et il n'y a qu'à remplir, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a qu'à remplir les cases et puis on lance le parcours. On veut que ce soit super simple pour vous, mais on veut aussi que ce soit super simple et super ergonomique pour les signataires eux-mêmes, pour les rassurer dans la mise en œuvre. Là, on a parlé du portail, mais sachez évidemment que l'on propose ces solutions-là en intégration API dans des applications métiers très classiques, voire même des fonctionnalités batch.
nous envoyez, vous nous poussez un ensemble de paquets de documents à signer et automatiquement ça va être traité. Donc, écoutez, on va passer maintenant à la démonstration. Hein. Soyons très, très, très pratiques maintenant. Je pense que le but, ce n'était pas qu'on passe des heures sur des slides. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, on va vous montrer le portail. On va vous montrer globalement comment se fait une signature. Juste pour des raisons évidentes liées à l'ouverture ici et qu'on va utiliser des cartes d'identité, on a fait une vidéo pour pouvoir masquer les éléments d'identité. Je pense que vous pourrez aisément comprendre cette partie-là. Donc on va mettre en place ce que vous voyez là, ici. Donc on va donc notifier, c'est ce que vous verrez sur la vidéo en tant que tel. On va notifier le signataire, donc il va savoir évidemment qu'il a un document à signer. Il va consentir. On va capturer la pièce vidéo du signataire, assurer une biométrie faciale en liveness. Donc vous voyez, ce n'est pas une vérification d'identité, j'ai envie de dire, d'entrée de gamme. C'est vraiment le haut de la vérification d'identité. Il va accéder aux deux. Alors, une fois que donc, on aura vérifié l'identité, donc ça va se faire, vous verrez, parce que la vidéo, en fait, est juste une capture de l'écran d'un téléphone qu'on a fait avant. Ça va se faire en live. Une IA qui vérifie. Si l'IA détecte que ça va, on poursuit le process. Et après, si par exemple, vous choisissiez de travailler avec des solutions comme les nôtres, si l'IA dit j'ai un doute, ou même d'ailleurs, si l'IA dit c'est OK, mais que vous vouliez quand même un opérateur derrière, on pourrait aller jusqu'à mettre un opérateur derrière et ainsi réaliser l'équivalent du PVID. Mais on peut laisser l'IA faire. Ensuite, vous verrez, la personne va accéder à son document et va le relire, va le signer. Et, on ne verra pas l'archivage, mais effectivement, derrière, on assure nous aussi la conservation à valeur probatoire des documents qui sont signés. Donc je vais laisser la main à Clément pour qu'il puisse vous faire la démonstration de ce qu'on vient de se dire. Alors, c'est pas le bon écran, donc on va essayer de changer l'écran. Ah, par contre, tu ne vas pas le voir. Alors, je vais couper le slide pour que ce soit plus simple. Par contre, il faut que je fasse la démo en regardant la main. On va juste mettre la duplication d'écran, sinon je vais me faire un torticolis. S'il faut que j'arrive à cliquer au bon endroit en regardant ailleurs. Dans l'écran. Un petit instant. Hein. J'en profite parce que du coup, tout à l'heure, je suis passé un peu vite sur la présentation de la structure. Donc Certinia, on est une société 100% française. Ça a aussi son importance. Donc on fait partie du groupe Tessi. Tessi qui fait aujourd'hui 15 000 collaborateurs, 330 millions environ de chiffres. Et donc Certinia fait partie d'Innovation and Trust, qui est la Digital Factory du groupe Tessi. Donc 100% souverain, 100% français. Hébergé en France, certificat français. Donc ça a quand même son importance aussi. Donc là, ce que vous voyez, en fait, je suis connecté sous le compte d'Eric sur Certinia. Donc Certinia Sign, qui est le produit de signature électronique. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est la plateforme de pilotage des flux qui ont été envoyés. Des flux sur lesquels je peux être signataire ou alors des flux sur lesquels j'ai demandé à d'autres personnes de signer, que ce soit dans l'entreprise ou alors à l'externe. Donc je vais retrouver tous les flux ici et je vais retrouver les statuts et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir avoir des actions. Donc si j'ai un statut qui est aujourd'hui déjà réalisé, on va dire complété, je ne vais pas pouvoir avoir tous les statuts, enfin toutes les modifications possibles et imaginables. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est télécharger les documents ainsi que le fichier de preuve. Si c'est un document qui est en cours de signature, je vais pouvoir effectivement relancer, je vais avoir des possibilités de dire à mes personnes, en tout cas interrogées sur la signature, attention, vous n'avez pas signé, mais je peux aussi étendre la période de validité du flux parce que j'ai mis une date d'expiration. Donc je peux très bien dire ce document est accessible en lecture et en signature pour 3, 4, 5, 7 jours et passé ce délai, il ne sera ni accessible en lecture ni en signature. Donc de manière assez simple, si je veux commencer un flux de signature, je vais pouvoir aller ici, je vais pouvoir ajouter un fichier, un ou plusieurs hein, évidemment. Je te laisse l'ajouter. Et donc ce que je vais pouvoir faire en fait, c'est sélectionner des documents et je vais pouvoir créer soit un flux unique ou alors un package avec plusieurs documents. Une fois que je suis ici, c'est là où en fait on va avoir la possibilité de choisir le niveau de signature.
c'est ce qu'on vous disait. Signature simple, on est systématiquement de notre côté avec de la double authentification avec du code SMS ou du code email. Mais on ne fait pas de cases à cocher ou de signature manuscrite où vous dessinez un petit gribouillis de signature. Ça, on ne le fait pas. Vous avez la possibilité de faire de la signature avancée, qu'on va faire avec du contrôle de pièces, donc de l'authenticité de pièces, ou alors on va monter dans le niveau avec de la signature qualifiée. Et demain, en fait, on aura même la capacité de dire, dans la qualifiée, je veux certains niveaux spécifiques. Donc je veux de ce qu'on appelle de la QCP, donc de la signature qualifiée, je veux de la signature PVID et ainsi de suite. Je pourrais réellement décider du niveau de signature en fonction en fait de ma méthode. Donc je veux que ce soit de la signature qualifiée et je vais dire PVID, pas PVID, opérateur. Et tout à l'heure Eric parlait des SLA, donc des niveaux d'attente qu'on peut avoir sur les opérateurs quand on est dans une signature qualifiée. Avec un opérateur, je peux très bien être sur du SLA 24/7, 5 sur 7, 30 minutes, 5 minutes. Tout est question de coût. Donc après, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut vraiment avoir le curseur du coût en tête. Ici, donc, je vais pouvoir mettre mon signataire. Ah, merci. Hop, attends, je ne connais pas mon numéro de téléphone, donc il faut que je l'ajoute. Donc comme je ne me suis jamais mis à signer ici, il faut que je l'ajoute, sinon les contacts sont effectivement enregistrés. Alors, 07 86 68 76 14. Merci. Donc effectivement, on a besoin de ces éléments-là. Une fois que je l'ai créé la première fois, le contact est enregistré. Et ce que je vais visualiser ensuite, c'est le document. Donc le document, je vais l'avoir directement effectivement en visualisation et je vais pouvoir décider de où je place la signature. Donc ici, je retrouve les 3 onglets qui vont me permettre de visualiser le document. Et donc, je vais pouvoir me dire, je veux descendre dans le document et je vais venir déposer ma signature, hop, par exemple ici. Et je passe à l'étape supérieure. Là, j'ai la possibilité de complètement customiser en fait mon envoi d'email. Donc c'est la démo du FIC. Je peux très bien dire l'objet de l'invitation, c'est signature contrat. Et là, en fait, ici, je vois directement en temps réel les modifications que j'apporte. La plateforme, aujourd'hui, elle est aux couleurs de Certinia. Demain, elle peut être complètement à vos couleurs. On peut faire de la marque blanche complète. Donc, couleur, logo, SMTP, donc le serveur qui envoie les mails. Tout ça, c'est complètement customisable. Et ici, je vais mettre merci de signer. Ça paraît assez évident. Et là, ce qui va se passer, c'est que je peux également décider d'une date d'expiration. Donc là, on voit que c'est en gros dans 1 heure. Mais je peux très bien dire qu'en standard, c'est 7 jours ou alors c'est 1 mois. Je fais ce que je veux. Et dès que j'envoie, en fait, je vais basculer à la notification de signature qui va se faire par SMS et ou par email. On va passer directement à la vidéo. Comme ça, on ne verra pas mes données. Et même dans la vidéo, on avait pris les données de Romain, qui est là. On va éviter d'afficher ces données personnelles partout. Il faut que tu le mettes. C'est bon. Vas-y, tu commentes. Vas-y. On va le mettre en grand. On va vous le mettre en grand. Alors, juste, donc, ça permet d'arrêter en plus et de commenter de façon simple. Alors, attends, je reviens un petit peu. Donc, tout à fait ici, voilà. Donc, là, vous recevez assez classiquement l'email. Donc, comme disait Clément, c'est Romain qui nous a servi pour la démo. Donc, voilà, vous êtes invité à ouvrir et vous êtes invité à signer un document. Donc là, il clique sur le lien qui est ici, voilà. Alors, des fois, on voit pas très bien quand ça clique, donc je vais juste vous le dire si ça pose problème. Donc voilà, ici, on dit on vérifie l'identité. Alors là, bien sûr, là, on a pris des textes standards, mais là aussi, tout est configurable pour répondre exactement à vos attentes. Première étape, on va lancer la vérification. Donc là, on dit, vous allez, voilà, vous choisissez. Attendez, parce que ça va assez vite. C'est normal, vaut mieux que ça aille vite pour l'utilisateur, mais par contre, pour faire la démo, c'est pas évident. Voilà, donc là, on vous dit, vous choisissez le document. Je crois qu'on peut en traiter 300, je ne sais plus combien. Donc là, on va prendre une pièce d'identité. Donc là, on explique un petit tutoriel juste qui explique comment bien utiliser sa pièce d'identité. Voilà, c'est assez rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc là, voilà, Romain présente sa pièce. Donc là, alors vous voyez, automatiquement, voilà, il reconnaît. Donc c'est un enregistrement vidéo avec reconnaissance automatiquement de ce que la personne a bien positionné le document au bon endroit. Le petit cadre vert qui tourne autour pour aller jusqu'au bout en fait, de l'opération.
et il lui dit c'est parfait ou pas. Enfin, s'il y a besoin éventuellement de recommencer, si la personne s'y est mal pris ou a bougé pendant en fait l'opération, évidemment, on va lui redemander de recommencer. Donc là, on va lui demander de retourner et de faire la même chose à l'envers. Donc vous voyez, ça se passe exactement de la même façon. Il faut se mettre au bon endroit. Hop, voilà, c'est parfait. Ensuite, l'étape suivante, ça va être la vérification avec le selfie. Donc on va demander à Romain de se filmer. Voilà. Alors, pareil, même idée. Il se met bien au centre. Petit rond vert. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a capturé aussi l'image. Donc là, il va y avoir un traitement qui se fait en local. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide de vérification. Puis ensuite, on va envoyer côté serveur. Voilà, pour qu'il puisse vérifier. Voilà. Donc là, l'opération de vérification d'identité s'est bien passée. Évidemment, s'il y avait des problèmes, là ici, on le saurait et ça nous le dirait, bien entendu. Le but du jeu, c'est de montrer comment ça se passe quand ça se passe bien. Donc là, en fait, lui directement, Romain voit le document qu'on lui a mis à la signature. Il le regarde. Je vais essayer de me mettre à côté pour enlever. Il reçoit quand même un code par OTP SMS. Et voilà, l'opération a été menée à bout. Alors évidemment, pour vous, quand on le regarde comme ça, on ne voit rien de spécial. Mais quand vous ouvrez le document PDF, on aurait dû le prendre d'ailleurs, je n'ai pas pris le PDF. Quand vous ouvrez le document PDF, vous pouvez voir que c'est une signature qualifiée. Donc vous voyez, le parcours, il a duré, tout compris, si j'oublie mes explications, incluant la signature, moins d'1 minute 30. Bien sûr, parce que tout se passe bien, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà, donc vous voyez, le parcours, il y a très peu d'étapes, extrêmement fluide, et moins d'1 minute 30 pour aller jusqu'à la signature qualifiée. Merci Eric. Allez, je reprends juste après. En gros, pour faire une signature qualifiée, on est capable de la faire pour quelqu'un qui est habitué en fait à manipuler les pièces entre 30 et 40 secondes. Et ce qu'il faut voir, comme le disait Eric, c'est qu'on utilise soit l'autorité de certification Certinia ou alors l'autorité de partenaire. Et quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a pas d'effet déceptif côté utilisateur final. Quand ils ouvrent le document qui a été signé, il y a toujours la petite coche verte. Donc on respecte deux choses. Le UTL, qui est la liste en fait de... Donc c'est l'European Union Trust List, donc c'est la liste de confiance de l'Union européenne, et la ATL qui est la liste, elle, sur Adobe. Donc quoi qu'il arrive, quand vous ouvrez le document à la fois sur un navigateur, vous voyez la signature, il n'y a pas de contrôle sur un navigateur, mais il y a un contrôle de signature par contre sur le lecteur PDF. Donc on est capable de faire de la signature extrêmement rapide. Ce qu'on va vous montrer ici, c'est sans la partie opérateur, et on peut aussi ajouter en fait dans la partie face match et ce qu'on appelle en fait la vérification vidéo, on peut ajouter des challenges. Donc vous pouvez cligner des yeux, tourner la tête à gauche, à droite, etc. En fait, on a des parcours qui sont complètement customisables aussi en fonction de vos besoins et potentiellement des challenges que vous voulez apporter. Plus on ajoute des challenges, plus c'est long et donc forcément plus ça a un impact sur l'expérience utilisateur. Allez-y. Pardon. Comment vous voyez que la signature est certifiée? Enfin, est-ce qu'il y a un petit tampon? Oui, exactement. En fait, donc on a des éléments qui apparaissent sur le document PDF. Donc vous avez un encart de signature qui va correspondre à vos éléments personnels, donc avec vos noms et prénoms. On va reprendre le tampon temporel, donc il va y avoir ce qu'on appelle un timestamp, un horodatage. Et donc après, effectivement, vous avez toujours ce petit bandeau qui apparaît. Mais quand vous cliquez sur la signature, vous accéderez à toutes les données et métadonnées de la signature et aussi, effectivement, la racine du certificat. Et vous pourrez voir que c'est marqué signature électronique qualifiée. Bonjour, j'aurais voulu savoir où vous stockez les données et si elles restent la propriété de l'utilisateur ou si c'est votre propriété. Alors, sur la plateforme de signature, on a deux choix. Soit elle est hébergée en Espagne, donc dans nos propres data centers, ou alors à Villeneuve-d'Ascq, pas très loin d'ici, dans nos aussi propres data centers. On a deux solutions et effectivement, tout reste chez nous, il n'y a rien qui sort. Alors, pour les données, on ne fait rien des données de nos clients. Les données sont à nos clients, on les utilise pour mener à bien l'opération qui nous est demandée. Mais promis,
on ne les utilise pas, on ne lit pas des documents, on ne prend pas les données qui sont dedans, on n'entraîne pas l'IA avec, on ne fait pas de, de publicité avec, rien du tout, on ne les utilise que pour la finalité de ce traitement. Excusez-moi, pour compléter, en fait, il y a beaucoup de plateformes qui se font hacker et notamment récupérer les données, des grands groupes comme des petits, et donc du coup, c'est autant d'identités qui traînent sur le net. Alors, oui, non, alors, alors, on garde le strict minimum, on ne garde rien, dit Clément, mais on garde le strict minimum de ce qui est nécessaire pour notre métier de tiers de confiance. On a aussi une obligation par exemple, on prend le fichier de preuve, on a en tant que tiers de confiance une obligation de fournir le fichier de preuve. Donc forcément dans le fichier de preuve, il y a des données personnelles donc qu'on chiffre, on ne les garde pas comme ça en clair, mais on est obligé de les conserver, on cherche à les conserver dans les meilleures conditions. Je ne dirais pas que c'est... qu'il n'arrivera jamais rien, hein, ça serait un peu présomptueux de la part de quoi que ce soit, mais au moins on les chiffre et on les conserve dans des bonnes conditions. Au niveau pareil, au niveau de la vérification, en fait, on va garder le résultat de la vérification, on ne va pas garder les pièces d'identité par exemple. Pardon, oui. Puisque c'est une signature qualifiée et un certificat derrière, c'est un certificat à courte durée, oui. Combien la période de validité? Alors, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 minutes, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Sinon, j'ai une autre question par rapport à la partie où il y a la photo et la carte d'identité. Est-ce que vous avez essayé avec une simulation avec des attaques AI où il y a une carte d'identité fictive, une photo devant la caméra et non pas une personne? Il y a des tests à la fois sur la partie effectivement pièces, que ce soit des fausses pièces, des vraies fausses pièces, une pièce qui est simulée en vidéo et tout ce qui est deepfake. Effectivement, tout ça est testé parce que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Mais oui, on a nos équipes qui testent ça. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes même. On peut prendre encore une question si vous voulez, s'il y en a une autre qui se présente. Impeccable. Eh bien, une question et puis après on va clôturer. Nickel. Merci. Bonjour, vous parlez de signature qualifiée sur celle que vous venez de montrer, mais vu l'absence de challenge, le fait qu'il n'y ait pas d'opérateur, etc., qu'est-ce que vous entendez par qualifié? C'est avancé avec certificat qualifié? C'est vraiment qualifié? C'est une vraie signature qualifiée, oui. C'est avec l'AC espagnol que vous pouvez faire aussi simple sur une vraie qualifiée? C'est une vraie qualifiée avec une AC qui est espagnole, italienne ou d'un autre pays. Ce n'est pas une AC française sur cette signature qualifiée-là, mais oui, c'est une signature qualifiée EIDAS. Et vous avez parlé de tout ça, mais pas évoqué le support de signature qualifiée, lui. Comment est-ce que ça s'imbrique là-dedans, en fait? Le support, c'est-à-dire? D'après la définition de ce que moi j'ai vu sur une signature qualifiée, il y a le certificat, mais le support aussi qui doit être qualifié, le support de signature. Et il y a un cycle, il y a des systèmes d'audit derrière, etc. Enfin, il y a plein d'impacts. Oui. Et je voulais juste savoir comment ça s'est imbriqué là-dedans, en fait. C'est de manière automatisée. C'est pas effectivement, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais toute la partie génération de certificats, qui est le support de signature, est gérée en direct. Et on a effectivement, on parlait tout à l'heure des données, elles sont gardées pendant 30 minutes, puis supprimées. Le certificat, lui, est généré, peut être utilisé entre 20 et 30 minutes et déposé sur le document, puis ensuite supprimé. Mais tout ça est fait effectivement dans les HSM. Merci. Je voulais juste compléter, il nous reste une petite minute pour vous appeler demain si vous êtes sur le FIC. N'hésitez pas à nous rejoindre demain, on vous montrera une autre solution. On a une solution de parapheur électronique sur laquelle on va aller un petit peu plus loin en fait dans l'orchestration des flux et comment on peut sécuriser de bout en bout en fait les parcours d'entrée en relation. Et je serai avec un de mes collègues, Reza, DI, donc ce sera demain à 10h35. Et sinon, si vous avez des questions, on n'est pas loin, vous pouvez nous rejoindre sur le stand G21 qui est juste derrière. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est présent toute la journée jusqu'à jeudi. Merci à toutes et tous. Merci Monsieur Danet, Monsieur Savoie. Effectivement, les questions ont été nombreuses. Vous pouvez poursuivre l'échange sur leur stand. Merci à tous. Les conférences continuent sur cet espace ID and KYC. Ça continue tout de suite. Merci messieurs. Belle journée et à demain donc.